bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on les appelle surdoués, précoces, HQI. Ils ont même leur série télé sous une autre appellation encore, HPI, avec Audrey Fleurot. Qu'est-ce que l'intelligence? Peut-on la mesurer? Est-ce qu'être trop intelligent serait un obstacle à la réussite scolaire? On va parler de tout cela avec l'invité du Grand Oral, Nicolas Gauvry. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité aujourd'hui, c'est la même pour les grands que pour les petits. C'est le jour J pour les candidats au bac. Les résultats sont en train de tomber. On va penser au recalé. Oui, on est comme ça. Emma va tout vous dire sur l'oral de rattrapage. Et puis l'heure de la récré, toujours avec Emma et toujours avec le bac, mais cette fois à partir de vidéos amusantes glanées sur les réseaux sociaux. En fin d'émission, votre rendez-vous avec Marie-Olivier et son cours particulier après les HPI, les HPE, E pour émotionnel. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Cette année encore, des millions de téléspectateurs se sont familiarisés avec la notion de haut potentiel intellectuel en suivant la série HPI sur TF1 dans laquelle Audrey Fleurot incarne une femme de ménage qui résout des énigmes policières. Mais qui sont les HPI dans la vraie vie? Est-ce que l'école leur réussit? Et puis d'ailleurs, c'est quoi l'intelligence? De tout cela, nous allons parler avec Nicolas Gauvry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et mathématicien, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Le dernier paru, je le signale, c'est un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Nathalie Claubert. Il est intitulé Psychologie du haut potentiel. Il est sorti chez Debook. Vous êtes également professeur et chercheur, enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Vous avez qualifié dans une interview la notion d'intelligence de sulfureuse. Est-ce qu'on peut, de manière très synthétique, essayer de donner une définition de ce qu'est l'intelligence? Alors, si on veut être très synthétique, on pourrait dire que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de plus synthétique. Mais en fait, il y a énormément de définitions. Il y a autant de définitions que de chercheurs. Celle-ci me va très bien. Donc, capacité d'adaptation, ça permet d'englober plein de choses à la fois, en fait. Oui, c'est très large. Voilà. Donc, il y a l'intelligence émotionnelle, la compréhension sociale, la créativité. Il y a plein de choses, en fait, quand on dit ça. Dit comme ça, oui. Alors ça, c'est la définition théorique. Et en fait, ce qui se passe en recherche sur l'intelligence, qui est assez étrange, c'est qu'il y a des définitions théoriques, dont celle-ci, voilà, qui résument bien les choses, qui sont très générales, et puis des définitions plus opérationnelles, pratiques, qui ont l'avantage de permettre des vraies mesures. Donc le fameux QI. Alors qu'est-ce qui mesure le QI? Et donc ça mesure quelque chose d'un peu différent de simplement capacité d'adaptation, parce que comme vous dites, dans les capacités d'adaptation, il y a aussi la compréhension des autres, évidemment, parce qu'on est une espèce sociale, et donc l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, ça devrait rentrer dedans, mais ça n'est pas mesuré par le QI, ou mal. C'est un peu mesuré à la marge, mais enfin bon, c'est mal mesuré par le QI. Le QI, c'est un autre concept d'intelligence un peu plus restreint, on pourrait dire. Ça correspond à ce que les psychologues appellent parfois le facteur G, comme général, qui veut dire simplement un facteur général de compétences cognitives. On a aussi appelé ça la puissance mentale, pour le dire autrement. Voilà. Et c'est une sorte, si on veut le définir, c'est une sorte de résumé de toutes les capacités. C'est comme une moyenne générale, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. On peut tout à fait faire. On va me tester sur plein de compétences différentes et on va dire, voilà, en moyenne... Voilà. Et ça vient vraiment du fait que, donc si on reprend cette image qui est très bonne de la moyenne générale en classe, on peut le calculer. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que statistiquement, pour tout un tas d'épreuves qui, a priori, pourraient être complètement indépendantes, comme la mémoire, des épreuves de mémoire, des épreuves de vitesse, des puzzles, des petits problèmes arithmétiques à résoudre, des définitions de mots, plein de choses comme ça qui relèvent bien de la connaissance et qui font une preuve de l'intelligence, on s'aperçoit que tout ça, c'est lié, c'est-à-dire qu'en général, évidemment, ce n'est pas tous les cas, mais en général, statistiquement, quand quelqu'un est bon dans une de ces tâches, il est aussi bon dans les autres. Donc si on transfère à l'école, ça voudrait dire que quelqu'un qui est plutôt bon, qui a de bons résultats en mathématiques ou en histoire, a tendance à avoir aussi de bons résultats dans toutes les autres matières. Et si c'est le cas... Alors que l'inverse n'est pas vrai, par exemple, je peux vous le dire, c'est un témoignage d'un ami, mais on peut être bon en histoire et pas très bon en mathématiques. Après, il y a toujours des cas particuliers. Oui, on parle évidemment du cas général. C'est solide cette mesure, le QI. C'est très solide, oui. Alors, mais c'est toujours pareil, c'est très solide globalement. Ouais.
Après, il y a des écarts à la norme, c'est ça? Voilà. Par contre, exactement comme pour les notes scolaires, parce que ce qu'on a dit pour les notes scolaires, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en tendance, les gens qui sont bons dans une matière ont tendance à être bons, les élèves qui sont bons dans une matière ont tendance à être bons dans tous les autres, mais il y a effectivement des cas particuliers. Donc globalement, c'est solide. Ça fait très longtemps qu'on le mesure d'ailleurs. Il y a des séries statistiques qui remontent au début du XXe siècle, c'est ça? Oui, ça a commencé en 1905. Voilà. Et il y a plusieurs tests ensuite qui se sont affrontés, je crois, le Binet, ensuite un test américain. Plusieurs, mais les plus utilisés, c'est les échelles de Wechsler. Wechsler, c'est ça, du nom de David Wechsler. Ouais. QI et talent, ce sont deux choses tout à fait distinctes. Ah oui, c'est différent, oui. Il y a même un modèle du haut potentiel qui s'appelle le modèle différenciateur de la douance et du talent, justement pour faire la différence entre ce qui est du potentiel. Le haut potentiel, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser, mais pas forcément. Et puis le potentiel qui se réalise, qu'il appelle le talent. C'est un modèle d'un Canadien qui s'appelle François Gagné. Et donc il fait bien la différence entre on va en parler talent, si vous voulez bien de ce P de potentiel, mais ce sera juste après l'anti-sèche. Ça vous va? Parfait. Anti-sèche, Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour. Ce sont aujourd'hui les résultats tant attendus du baccalauréat à la fin du stress pour les terminales. Bon, même si la plupart savent à peu près ce qu'ils font l'année prochaine avec Parcoursup, mais il y en a quand même un petit peu et on va penser à eux qui vont devoir passer l'oral de rattrapage. Absolument, et ça arrive très vite. Dès demain, les terminales qui n'ont pas atteint la moyenne au bac passeront donc ces fameuses épreuves de rattrapage. Elles se dérouleront jusqu'à ce vendredi 8 juillet. C'est sur 3 jours pour les filières générales comme pour les filières technologiques et les filières professionnelles. Donc c'est vraiment dans la foulée des résultats du bac pour que les élèves soient assez vite libérés de ces oraux qui sont, c'est normal, stressants pour les élèves. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui peut les passer. Il faut avoir un minimum, c'est ça toujours. Au bac, voilà. Et on passe 2 épreuves, c'est ça? Exactement. Ça n'a pas changé? Voilà, non. On dit l'oral, en fait, c'est 2 oraux. Chaque oral dure 40 minutes, 20 minutes de préparation et 20 minutes devant l'examinateur. Et les élèves ont leur note très peu de temps après l'épreuve, donc ils n'ont pas à attendre trop longtemps pour savoir leur note. Ces 2 épreuves, comment les choisit-on? Alors, c'est assez logique. Vous pouvez choisir que les matières que vous avez passées en épreuve du bac, donc la philo, le français, même si c'était en anticipé, c'est quand même possible, et les spécialités, évidemment, que vous avez choisies pendant la terminale. Des conseils, on adopte quelle stratégie pour gagner le plus de points possible? Parce qu'il faut être stratège à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. Donc, le but du rattrapage, c'est donc bien de rattraper un certain nombre de points pour atteindre la moyenne de 10 sur 20. Donc, faites bien attention aux matières que vous choisissez, parce que comment ça fonctionne? Si vous choisissez la philo, par exemple, qu'à l'épreuve écrite, vous avez 8, et qu'au rattrapage, vous avez 12, on va oublier le 8, et c'est le 12 qui va l'emporter, c'est la meilleure note qui l'emporte. Donc ça vaut le coup de prendre une matière. Donc c'est-à-dire qu'on compense 4 points. C'est un système, c'est comme l'intelligence différenciatrice ou je sais plus quoi. Là, c'est pareil. C'est un système de différence. Exactement. Donc ça vaut le coup de prendre une matière où vous êtes un peu loupé au bac, mais où vous avez quand même des connaissances. Mais le mieux, c'est de combiner ça avec une épreuve de spécialité qui a un fort coefficient. Coefficient 16 pour chacune des épreuves de spécialité, ça rapporte beaucoup. Voilà, et donc d'avoir le maximum de points. Alors évidemment, si vous avez eu une mauvaise note en philo et que vous n'êtes pas très bon en philo, ne prenez pas la philo, parce que vous risquez de ne pas avoir une note bien supérieure à ce que vous avez eu à l'épreuve écrite, et donc ça ne servira à rien. Est-ce qu'il y a des trucs, Emma, de dernière minute pour réussir l'épreuve, parce qu'ils n'ont vraiment pas le temps de se préparer, donc c'est pas le moment d'ouvrir le programme. Exactement, ça ne sert à rien vraiment de réviser chaque cours, chaque sous-partie, vraiment aller à l'essentiel, réviser les chapitres où vous sentez que vous avez quelques lacunes, relisez tranquillement vos cours quelques fois et surtout privilégiez votre état d'esprit. Si on passe un oral, c'est bien sûr pour tester la motivation du candidat à avoir le bac, donc bien sûr les connaissances c'est important, mais ajoutez à ça de la bonne volonté, de la motivation et surtout le sourire. Le sourire. Et voilà, et normalement ça devrait bien se passer. Ça avait donné quoi d'ailleurs au niveau des résultats l'année dernière, vous savez? Alors oui, avant la session de rattrapage, le taux de réussite au bac l'année dernière, donc c'était 90,5%, et avec le rattrapage, on était quasiment 94%. Allez, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Emma. On se retrouve tout à l'heure pour une petite récré. Oui. On va parler au potentiel intellectuel avec Nicolas Gauvry, grand oral. Nicolas Gauvry, qui est psychologue et mathématicien, qui a notamment publié Les surdoués ordinaires, ça c'était il y a quelques années au PUF, et puis qui vient de co-diriger avec Nathalie Claubert Psychologie du haut potentiel, paru l'année dernière. C'est chez Debout, et avec lui on parle HPI, on parle des surdoués, des précoces, des HQI, mais on va garder HPI et ce P de potentiel. C'est une promesse, quoi. C'est ça, c'est une possibilité. En fait, je crois que quand on essaye de retracer l'histoire de la recherche sur le haut potentiel, en fait, ça commence avec des travaux sur ce qu'ils appelaient les génies.
Oui. Mais en fait, les génies, ce qu'ils appelaient les génies, c'est des gens qui ont réussi. Donc, c'est des Léonard de Vinci, par exemple. On disait d'ailleurs qu'il y avait un lien entre génie et folie. Hypothèse, si mes révisions sont correctes, défendue dès la fin du 19e par un médecin italien. Voilà, oui. Lombroso, voilà. En fait, c'est même beaucoup plus vieux que ça. D'accord. Parce que je crois que ça s'appelle le problème 30 de Platon. Ah oui, donc là, on remonte à... Donc l'idée qu'il y a un lien entre génie et folie, en fait, est très ancien. Mais il faut différencier. Le génie, c'est en quelque sorte le potentiel réalisé, si on veut, mais il y a aussi d'autres choses derrière. Alors que le potentiel, c'est ce qu'il faut pour éventuellement pouvoir devenir un génie, si on veut, c'est-à-dire produire de grandes réalisations intellectuelles. Si on parle du HPI, c'est intellectuel. Ce sera de grandes créations intellectuelles. Mais ce qu'on peut dire néanmoins, je voyais aussi des études, c'est que avoir un QI très élevé, bon, il y a ce potentiel, mais on peut se réaliser d'autres façons, c'est-à-dire que par du travail, des réseaux, de la motivation, de l'engagement, etc., on peut faire des choses absolument extraordinaires, même si on a un QI moins élevé. Ça ne garantit pas tout. Alors, oui, je crois qu'une des erreurs vraiment très fréquentes sur le HPI, c'est de considérer, alors pour dire la définition habituelle du haut potentiel intellectuel, c'est un QI supérieur à 130. Voilà. On est parmi les 2,3% les plus intelligents au sens du QI, donc qui a un sens particulier. Mais en fait, il ne se passe rien de spécial à 130. Il n'y a pas de mur du son, pour reprendre l'expression de Nathalie Claubert. C'est simplement un continuum, et donc on dit simplement les gens qui ont des chances de réussir sont parmi les plus intelligents, mais avec un QI de 125, on réussit aussi bien qu'avec un QI de 130 ou à peu près. Et il y a d'autres choses évidemment qui jouent beaucoup dans la possibilité de la réussite. Et donc, vous avez parlé de la motivation, ce que Joseph Renzulli appelle l'engagement dans la tâche, et ce que François Guény appelle la niaque. Et c'est sûr que ça compte beaucoup. Quelqu'un qui a le travail, 120, qui travaille énormément. Oui, c'est ça. Il va aisément compenser les 10 points de QI qui lui manquent. Voilà. Et puis autre chose qui joue beaucoup, c'est la créativité aussi, qui n'est pas bien mesurée non plus par les tests de QI, mais qui joue beaucoup parce que la créativité, c'est l'originalité. Et être très efficace sans apporter quelque chose de nouveau, ça ne débouche pas sur du génie. Oui, on répète. On dit aussi beaucoup qu'avoir un QI très élevé, c'est compliqué à l'école, il y a des associations de famille, etc. Alors, tout ça n'est pas faux, on va le dire, mais tendanciellement, statistiquement, les gens qui ont un QI élevé, ils s'en sortent plutôt bien. Ah oui, ils s'en sortent plutôt beaucoup. Et à l'école et après. Ouais. Oui, en fait, sur à peu près tous les indices possibles. Alors, il y a quelques petites choses qui sont plus difficiles quand on a un haut potentiel. Par exemple, on fait partie avec un très haut QI des gens qui souvent se sentent en décalage par rapport aux autres, ce qui n'est pas pathologique et ce qui n'est pas forcément difficile à gérer, mais ça c'est une réalité. Il y a certains indices de bien-être qui laissent voir une légère difficulté de ce côté-là, mais pour tout le reste, c'est-à-dire, ils ne sont pas en échec, ils ne sont pas plus anxieux, pas plus stressés, pas plus dépressifs. Voilà, et alors, que ce soit l'échec scolaire ou à peu près tous les troubles psychologiques qu'on peut imaginer, ils sont soit dans la norme, soit un peu mieux lotis. Et en fait, il n'y a pas de trouble, par exemple, qui soit plus fréquent chez les HPI que chez les autres. Alors que quand on regarde de l'autre côté du spectre, chez les enfants avec un QI inférieur à 70, là, il y a des problèmes. Là, il y a beaucoup plus et on se les traîne pour longtemps. Ouais. Comment expliquez-vous le fait, alors que depuis quelques années, on nous explique que les surdoués sont forcément malheureux à l'école, qu'elle n'est pas faite pour eux, que d'ailleurs par moments on les appelle les précoces, qui le sous-entendu pouvant être faites-lui sauter une classe s'il vous plaît. Enfin bon. Ouais. Mais ça, c'est pas une mauvaise idée de faire sauter une classe. D'accord. Voilà, c'est très souvent efficace. Parce que voilà, ce qu'il faut voir, c'est que même s'ils vont bien à l'école en général, par exemple, ils vont encore mieux quand on fait quelque chose pour eux, souvent. Voilà, il y en a qui sont très bien dans le système comme ça. Alors, on a des cas réguliers d'enfants à qui on propose de sauter des classes et qui disent non, moi j'ai pas envie. Je trouve que l'école c'est super facile. Il y a les copains, la récré. Ça me va très bien comme ça. Je veux rien changer. Il y en a qui s'ennuient, mais il y en a qui trouvent que c'est trop facile, qui s'ennuient. Ça c'est vrai aussi. Voilà. Donc ça c'est vrai aussi. Et le saut de classe c'est une des solutions qu'on peut apporter. Donc c'est pas du tout une mauvaise idée. Mais c'est pas une difficulté en fait qu'ils ont, c'est juste que ça se passe plutôt bien et on pourrait faire encore mieux. Que ça se passe encore mieux. Voilà. Nicolas Gauvry, on va se retrouver dans quelques minutes. On prend des petites récrés ici parce que ça nous repose nos QI qui sont tous absolument stratosphériques. Vous l'avez testé votre QI? Mais non, justement, j'ai envie de le tester. Vous l'avez testé vous? Non. Comment ça? Vous êtes croyant mais pas pratiquant ou l'inverse? Bon, moi non plus, c'est pas grave. Allez, récré. L'heure de la récré où on retrouve donc Emma et elle est consacrée bien sûr au baccalauréat puisqu'on le rappelle, c'est aujourd'hui les résultats. Un petit peu de stress forcément chez les élèves de terminale ce matin. Mais oui, et pas que chez les élèves. On imagine que pour les parents qui nous regardent et qui ont un enfant qui a passé le bac,
cette année, c'est pas facile non plus. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Vous aussi, il me semble. Voilà, bon. Et puis après, il y a ceux qui prennent ça dans la détente la plus absolue. Regardez. Alors, je crois que j'ai foiré. Oh, t'as entendu ce que je dis? Ça me rassure que tu me dis ça, parce que si tu m'avais dit tout s'est très bien passé, j'ai réussi, j'aurais été très inquiète. Non mais j'ai vraiment foiré le bac là, je suis tombée que sur des trucs que j'aimais pas. En maths c'était les probas, en français j'ai rempli la moitié d'une copie et en histoire j'ai foiré mon paragraphe. Tu sais, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Juste un petit manque de confiance en toi, c'est tout. Oui, en fin de ligne c'est pas de la qualité, c'est 0. Ah, t'es marrante, tu dis 2 mais t'as dû en écrire 50, tu sais. Non mais je suis sérieuse. Mais c'est normal que tu dises ça, on pense tous qu'on l'a pas et au final on chope la mention, je connais hein. La probabilité pour que je le rate est supérieure à 80%, maman. Ah bah tu vois que tu maîtrises les probabilités. Maman, c'est quasiment impossible que je me suis foirée sur toutes les épreuves. Mais non, tu l'auras avec mention, j'en suis sûre. Allez, un petit resto pour se féliciter. Non mais maman, je te dis que j'ai foiré mon bac. T'inquiète, je suis confiant. Vous êtes confiant, Elle est vous? géniale. Ouais, elle est géniale. Vous êtes Ouais. dans quel team, vous? Confiant. Confiant. Voilà, c'est vrai que cette fausse maman, elle est très confiante, on la reconnaît, hein, cette maman qui croit en ses enfants, et c'est La génial psychologie hein, positive. de les encourager. Mais à votre avis, c'est quoi la chute? Elle a eu ou pas son bac? Je ne sais pas. Bon, regarde. Académie. On va faire péter le champagne. Cyclade. On descend. Oui. Ah, je suis là. Ah, ça veut dire quoi, Annie? Ah, mais tu vois que tu l'as. Félicitations, une mère sans ce genre de choses. Ah, c'est génial. Je l'ai pas, maman. Je suis ajournée. Quoi? T'as pas eu ton bac? Mais je te l'avais dit. Non, mais tu m'as dit que tu le sentais pas. Bah oui, tu croyais que je faisais semblant. Bah, je croyais que t'exagérais. Pas de chance. Elle l'a pas eu. Mauvaise pioche. Elle passe le rattrapage Mais voilà, mais la en bonne nouvelle, suivant c'est tous ça. les conseils que vous aviez donnés tout à l'heure. Exactement, voilà. C'était ma chute, Emmanuel. Ah Donc, mince. donc, si vous avez écouté ma chronique, vous êtes prêts pour les rattrapages et donc il n'y aura pas de problème. Voilà, vous faites et vous pourrez replay en sortir le champagne, permanence. vraiment. Voilà, Voilà. allez, on peut boire le champagne même s'ils ont échoué, s'il y a quelques petits efforts de fait. Merci beaucoup, Merci. Emma. On retrouve Nicolas Gauvry dans quelques secondes. On va continuer à parler des HPI. Trop intelligent pour être heureux, c'était le titre d'un best-seller paru en 2008 qui a largement contribué à diffuser l'idée que les personnes qui avaient un QI supérieur à 130, donc les surdoués comme on les appelle dans le langage courant, eh bien que c'était un facteur de difficulté sociale émotionnelle. L'école est également réputée de ne pas prendre en compte les enfants HPI, où depuis le début de cette émission, et on va continuer, on relativise avec Nicolas Gauvry. C'est un livre d'une certaine façon qui a fait un peu de mal, non? Parce qu'il s'est beaucoup diffusé. Bah, oui, je dirais ça. Même si donc ce qui est avancé un peu dans le livre était déjà présent auparavant. Dans l'opinion, oui. Ça a catalysé à un moment donné des choses que tout le monde pensait. Oui, ça a vraiment été un catalyseur, je pense. Et je pense qu'un des problèmes vient de la confusion entre le haut potentiel, alors qu'on peut définir de plusieurs manières, mais en général c'est lié au QI. Et quand il y a autre chose, c'est la créativité, la motivation, mais qui là est confondu avec une sorte d'hypersensibilité. Et de fait, beaucoup de gens maintenant se retrouvent dans la définition qui vient de ce livre ou d'autres livres, hein, c'est pas du tout le seul, se retrouvent dans la définition et pensent qu'ils sont à haut potentiel parce qu'ils sont très sensibles, qu'ils ont des émotions intenses, etc. Et ça fait pas du tout partie du portrait du haut potentiel en réalité. Ce que vous dites, hein, je cite Nathalie Claubert avec qui vous avez co-dirigé cet ouvrage qui est sorti tout récemment chez Debouc, c'est que le fait d'être au potentiel peut participer à un sentiment de décalage, mais que c'est jamais l'unique explication d'une souffrance. Oui, c'est ça. Le sentiment de décalage, c'est pas forcément une souffrance. Ça peut devenir une souffrance. Ça peut le devenir quand même, surtout à l'école, qui est un univers assez normatif. Et oui, alors dans les études qui regardent plus précisément, il y a un moment difficile, c'est le collège. C'est ça. Où les hauts potentiels sont plus rejetés, mais chez les enfants plus jeunes, à l'école élémentaire en général, ceux qui réussissent bien et qui sont intelligents sont plutôt bien vus. Et puis à l'approche du bac, de nouveau, c'est toujours bien d'avoir des copains qui assurent. Ouais. L'éducation nationale a quand même mis en place récemment des référents HPI dans les académies. Si oui, il y a quand même des choses qui sont faites. Alors pendant longtemps, dans l'éducation nationale, ça a été fait d'une façon complètement absurde, où en fait on acceptait de faire quelque chose pour les hauts potentiels en supposant que c'était des enfants à risque. Et donc ils étaient présentés quasiment comme des handicapés. Enfin, c'était assez étrange. Là, ça a un peu changé depuis 2019, il y a une refonte un peu. Et maintenant, on veut les aider comme on fait dans plein d'autres pays. Pas dans l'optique, si on fait rien, il va se passer quelque chose de grave, mais simplement dans l'optique de même s'ils vont globalement plutôt bien dans le système, ils pourraient aller beaucoup mieux. Et il y a plein de... Donc on individualise le suivi. Comment on les identifie d'ailleurs? C'est le QI en fait.
qui permet de mesurer. Et quand on a envie soi-même, mettons des parents nous regardent, ou des enseignants d'ailleurs, il y a quand même ce que vous avez appelé vous un business de la douance qui s'est installé. Donc comment on identifie les personnes sérieuses pour évaluer son enfant ? Alors ça, je ne saurais pas vous dire exactement comment choisir un bon psychologue. Mais ouais, il faut trouver quelqu'un qui soit au fait des réalités scientifiques, quoi. C'est ça. Ouais. A contrario, est-ce qu'il y a un moyen de détecter les pas très sérieux ? Ceux qui confondent le haut potentiel et l'hypersensibilité, c'est-à-dire si vous êtes face à un psychologue qui vous dit il doit être à haut potentiel parce qu'il a une pensée en arborescence, qui saute du coq à l'âne. Déjà là, on demande un deuxième avis déjà. Ok, hypersensible, voilà, ça c'est un peu... Ouais, c'est vraiment focalisé sur l'intelligence. C'est intéressant cette histoire effectivement de penser en arborescence, parce qu'on a beaucoup décrit le fonctionnement notamment des personnes, des autistes comme ça, en disant ils ont plein de trucs qui partent en même temps. En fait, en sciences cognitives, ça n'existe pas, ça correspond à rien. Personne ne pense en arborescence. Le terme n'existe pas en science et il est défini nulle part. Maintenant, il y a des choses qui ressemblent et qui sont effectivement plus présentes chez le haut potentiel, mais c'est ce qu'on appelle en science la pensée divergente, par exemple, qui est la capacité à avoir plusieurs idées de pistes à partir d'un point de départ unique. Donc ça fait par exemple que pour un problème de mathématiques, on va avoir plusieurs idées. Ils ont de la chance, moi déjà quand j'en avais une, j'étais content. Et en tendance, c'est vrai que les enfants au potentiel sont capables d'avoir plus d'idées. Donc si c'est ça qu'on veut dire par pensée. Par arborescence, oui, ça existe. Mais souvent c'est pris comme une sorte de pensée qu'on dirait diffluente, où on saute du coq à l'âne, où tout se mélange. Et ça, c'est pas du tout typique des hauts potentiels. Ça fait plus penser à un trouble de l'attention. Merci beaucoup. Vous venez de parler d'empathie, d'émotion, de quotient émotionnel. On va retrouver Marie-Olivier pour son cours particulier. Elle va nous parler des HPE, au potentiel émotionnel. Si vous voulez bien, vous allez réagir à cela aussi. Emma, merci beaucoup. Merci. Vous avez des résultats, pas de résultats du bac, vous dans votre famille? Non. Non, c'est vrai. C'est un peu lointain. Pas de champagne aujourd'hui alors. Allez, au revoir. Vous laissez la place à Marie. Marie, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va, dans ce cours particulier aujourd'hui, parler du développement de l'empathie chez les enfants. Tout à fait. On a parlé de HPI avec vous, Nicolas Gauvry. Eh bien, ces enfants, ces ados, ces adultes partageraient des caractéristiques émotionnelles. Qu'est-ce que vous entendez par caractéristiques émotionnelles ? En fait, une revue de la littérature scientifique du milieu des années 2000, et elle s'est beaucoup développée depuis, cette littérature, donne des points communs au HPI dans le domaine des émotions. Beaucoup d'auteurs mentionnent notamment une intelligence émotionnelle plus développée chez les HPI. Alors, au point où on parle de HPE, c'est-à-dire de haut potentiel émotionnel. Ceci étant, c'est pas parce qu'on est HPI qu'on est forcément HPE. Et pas forcément quand on est HPE, quand on est HPI. Bien joué, on a suivi. Le HPE se mesure à l'aide non du QI, mais du QE, quotient émotionnel. Il est donc basé sur le concept d'intelligence émotionnelle dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années. L'intelligence émotionnelle a été introduite dans les années 90 par les psychologues Mayer et Salovey. Leur définition, c'est la capacité à percevoir, à comprendre et à maîtriser ses émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, ainsi qu'à composer avec les émotions des autres. Et alors, est-ce que ça se développe, cette intelligence émotionnelle ? Oui, ça se développe, et je voudrais vous parler d'un élément particulier de l'intelligence émotionnelle qui est très intéressant et qui est utile au vivre ensemble, l'empathie. Qui vient du latin et du grec. Oui. Alors, le latin, c'est quoi ? L'intérieur. Très bien. Et le pathos. Passion, souffrance, c'est ça. Donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui, à éprouver ce qu'il ressent. En fait, on peut distinguer même 3 types d'empathie, selon Omar Zana, qui est un professeur des universités en sociologie et qui est spécialiste de l'empathie. La première, c'est l'empathie émotionnelle, donc ça se développe vers 1 an. Donc là, l'enfant identifie les émotions sur le visage des autres. La deuxième, l'empathie cognitive, qui se développe autour de 2-3 ans. Donc là, le petit imite les gens qui sont autour de lui. Et enfin, l'empathie mature autour de 6-7 ans. Donc là, l'enfant peut s'opposer, montrer qu'il n'est pas d'accord. En se justifiant, il débat. Et il commence à comprendre ce que les autres ressentent et à se mettre à leur place. Et donc cette empathie se développe au fil du temps quand on est enfant. Mais vous nous disiez que ça se travaillait aussi. Oui, ça se travaille. Omar Zana le dit, c'est vraiment comme faire du vélo musclé. Il faut l'entretenir et on peut s'améliorer. Donc le chercheur invite à travailler cette empathie car a priori on a tendance à l'empathie fermée, donc c'est-à-dire qu'on est surtout empathique avec nos proches ou avec des gens qui nous ressemblent. Et oui, ça c'est un petit peu trop facile parce qu'on n'a pas besoin de ça dans nos sociétés aujourd'hui. C'est ça, et c'est pourquoi Omar Zana souhaite vraiment cultiver l'empathie ouverte, donc avec ceux qui ne nous ressemblent pas dès le plus jeune âge. Pour lui, il y a 3 axes de travail. Le premier, c'est observer les autres et reproduire la même chose, comme apprendre les gestes d'un sport.
Le deuxième, c'est être présent physiquement, parce qu'évidemment, c'est un peu moins facile par écran interposé de ressentir les émotions des autres. Et enfin, mettre des mots sur les émotions et en discuter. Et concrètement, qu'est-ce qu'il propose par exemple ? Par exemple, il propose des jeux. Donc, par exemple, il y a le jeu des mousquetaires qu'il a initié d'abord avec des mineurs délinquants et qui peut se décliner à l'école. Donc, il y a 2 ou 3 équipes de 3-4 joueurs. Dans chaque équipe, il y a une position qui est difficile à tenir. Donc, chaque joueur, par exemple, il y en a un qui est en chaise, l'autre qui est gainé. Une position physique. Oui, tout à fait. Et il y en a un qui tourne autour. Et en fait, l'idée, c'est que l'équipe qui gagne, c'est celle qui tient le plus longtemps. Et en fait, il se relève. Donc, il faut vraiment qu'il fasse attention au visage, aux expressions des autres et aux signes qui montrent qu'ils vont craquer. Ils observent en permanence la posture de leur camarade pour voir s'il va tenir ou ne pas tenir. Vous dites que ce jeu, on peut le décliner à l'école ? On peut le décliner à l'école, donc c'est pas forcément que en sport, ça peut être en maths et en français. D'ailleurs, Oumar Zana l'a initié dans une école à Trappes, dans les Yvelines, et ça fonctionne bien. Et au-delà de l'empathie, de vivre l'expérience des autres, ça permet aussi l'entraide et la mise en commun des compétences. Évidemment. Super. Est-ce que ça développe d'autres qualités, d'autres compétences ? Bien sûr, se mettre à la place de l'autre, c'est inciter à la tolérance, au vivre ensemble et à l'entraide, ciment d'une société qui fonctionne bien. D'ailleurs, si on entend le mot empathie de plus en plus, l'éducation nationale ne l'a mise dans les textes officiels qu'en 2015. C'est en bonne voie en France donc, mais il n'y a pas encore de pédagogie officielle et on est loin par exemple du Danemark qui l'a développé en 93, donc ça fait 29 ans, et qui a développé un cours d'empathie obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Et ouais, on en est effectivement encore un peu loin. Marie, merci beaucoup. Nicolas, ça vous évoque quoi ces notions ? Je pense que dans empathie, en fait, on entend 2 choses qui sont un peu différentes. Il y a la capacité à comprendre, donc vraiment dans l'intelligence émotionnelle, capacité à comprendre les émotions des autres et ce qui se passe. Et ça, on peut comprendre que c'est lié à l'intelligence quand, par exemple, pour tester ça, une des procédures, c'est de montrer un petit bout de film où, par exemple, une situation entre 2 ou 3 personnes, puis il y a quelqu'un qui a l'air vexé, et il faut expliquer pourquoi. Donc ça fait aussi intervenir l'intelligence au sens du QI un peu général, parce qu'il faut comprendre une situation complexe. Et puis, par empathie, on entend aussi la tendance à se mettre à la place de l'autre, à souffrir quand l'autre souffre. Et ça relève plus de la personnalité, et c'est beaucoup moins lié à l'intelligence et au haut potentiel. Je pense qu'il faut distinguer les 2, même si les 2 rentrent dans la définition générale de l'empathie, bien sûr. Ceci étant, quand je vous entendais nous expliquer qu'on attribuait un QI trop élevé certaines situations où les enfants étaient malheureux, alors qu'en fait, ils sont hypersensibles, si on travaillait un petit peu plus cette intelligence émotionnelle ou cette empathie, ça pourrait peut-être se passer mieux pour eux. Peut-être que la réponse est plus de ce côté-là, d'ailleurs. Oui, alors on a justement des données qu'on n'a pas encore analysées, donc je ne peux pas vous donner la réponse pour l'instant, mais pour essayer de voir Quel art du teasing. Vous savez comment ils sont les chercheurs maintenant à l'époque de la télé et tout. Mais non, ils ne sont pas lents. Nous allons le savoir au prochain numéro. Et donc on essaie vous regardez trop les séries, Nicolas Gauvry. Si les personnes hypersensibles ont plus ou moins d'intelligence émotionnelle. En tout cas, pour les personnes hypersensibles qui ont des difficultés, le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est évidemment une des solutions. Génial. Pour apprendre à gérer ses émotions. Il faut que vous veniez nous le raconter. Donc, le jour où vous avez des résultats de cette recherche. Avec grand plaisir. HPI, vous aviez regardé, vous, la série ? Oui. Par curiosité, un peu, et alors ? Ça renvoie quoi comme image ? Audrey Fleurot est une HPI convaincante ? Alors, moi j'aime bien, parce que je ne le prends pas du tout comme un cas générique. C'est pas un truc scientifique. Voilà. Oui, c'est ça. Elle ne représente pas ce qu'est habituellement un HPI, pas du tout. Mais c'est un personnage possible parmi tous les HPI possibles. Et j'aime bien la série, je trouve ça assez divertissant. Et par contre, j'aime pas le personnage, je le trouve vraiment agaçant. Mais... Bon, écoutez, je crois que la 3e saison est en cours de tournage du côté de Lille. Ils s'y sont pris très tôt cette année parce que c'est un succès fou. Marie, merci beaucoup pour ce cours particulier. Nicolas Gauvry, merci beaucoup. Vous êtes professeur à l'université de Lille au département de psychologie. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet qui nous a occupés aujourd'hui, dont Les surdoués ordinaires, c'était au PUF en 2014, et beaucoup plus récemment avec Nathalie Claubert, qui est psychologue clinicienne. Vous avez co-dirigé Psychologie du haut potentiel chez Debout, qui est paru l'an dernier. Merci donc à vous, merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, au maquillage Laure Audemont, et puis à la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, et au son de Mickaël Fristo, à la réalisation Ulysse Touré. Qu'on s'y met à tous ensemble, on a 1300 de QI, voilà, mais il faut qu'on s'y mette à beaucoup. Vous restez sur School TV, vous retrouvez notre émission en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.